Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 1245. La mort de l'otage baloise au Mali a été revendiquée par une organisation terroriste islamiste. Notre envoyé spécial le révèle. Le décès de la Suissesse, enlevée en 2016, avait été annoncé en octobre dernier. Les autorités suisses étaient au courant depuis des mois. Lilian Thuram est notre invité. Dans son livre La pensée blanche, l'ancien footballeur à la tête de la Fondation Éducation contre le racisme interroge la construction sociale et historique de l'identité des personnes blanches et ses ravages. L'Open d'Australie, c'est déjà fini pour Stan Wawrinka. Le Vaudois a été éliminé au deuxième tour au terme d'un match de 4 heures dont il veut retenir le positif. Enfin, Stéphanie Reinhardt et Laurent Flügiger sont les critiques de notre rendez-vous série avec les adaptations francophones de En Thérapie chez Arte et Je te promets sur TF1 et la série Disney de l'univers Marvel WandaVision à découvrir sur Disney+. L'hommage au Mali du ministre Ignacio Cassis à l'otage baloise, morte en octobre dernier. Le département des Affaires étrangères révèle également avoir authentifié une vidéo de propagande qui revendique la mort de la missionnaire Béatrice Stöckli. Le reportage de notre envoyé spécial Valérie Gillot, commenté par Annabelle Durand. Un peu d'eau. Un arbre planté à Bamako dans le jardin de l'agence consulaire. Il faut se souvenir que l'otage baloise Béatrice Stöckli était habitée par cette terre. On peut rester une minute en silence. Impensable pour la missionnaire de ne pas poursuivre son engagement au Mali malgré les risques. Mais hier, le ministre malien des Affaires étrangères a eu un positionnement surprenant, à l'opposé des autorités suisses. Pour lui, sans le corps de Béatrice Stöckli, impossible d'assurer qu'elle a bien été tuée par les djihadistes qui l'ont enlevée en 2016. Personnellement, je n'ai aucune preuve concrète. Avez-vous, vous, une preuve qu'elle est morte? Mais je n'ai pas plus de preuves que vous. À partir du moment où je n'ai pas de preuves, moi, je suis né optimiste et je continue à espérer qu'elle est vivante. Ignacio Cassis, ce matin, a mis les choses au clair et levé le malaise et les doutes provoqués par son homologue malien. Toutes les informations que nous avons en Suisse de plusieurs sources sûres nous amènent à conclure que Mme Béatrice Stöckli est décédée. Tous les éléments en possession des autorités suisses concluent à sa mort, y compris ces images tirées de cette vidéo de propagande du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans la vidéo qui annonce le remplacement du chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb, tué en juin par les militaires français dans le nord du pays, le djihadiste confirme aussi la mort de l'otage et accuse la France. Autre élément sur lequel se base la Suisse, le récit de l'otage Sophie Pétronin, libérée en novembre dernier et qui a passé du temps aux mains des mêmes ravisseurs que Béatrice Stöckli. La missionnaire aurait péri derrière une dune, tuée par arme à feu. Pour Addiction Suisse, la pandémie rend de nouveaux groupes sociaux vulnérables à une hausse de consommation d'alcool, entre autres. Il s'agit des personnes au front de cette deuxième vague, le personnel soignant, le personnel de vente et des transports publics. Gilles de Dispar. Consommation d'alcool, de tabac, drogue et médicaments, la pandémie exacerbe nos addictions et entraîne de nouveaux groupes à risque, les populations directement confrontées au Covid. Particulièrement le personnel soignant, celui de la vente et dans les transports publics, mais aussi tous ceux qui ont contracté la maladie ainsi que leurs proches exposés à un stress important. C'est ce que révèle aujourd'hui le nouveau rapport d'Addiction Suisse. Pour l'alcool, sa consommation repart à la hausse. Pratiquement 9 personnes sur 10 en consomment au moins occasionnellement en Suisse, mais ils sont 250 000 à en être dépendants. Une addiction qui coûte la vie à près de 1550 personnes par an. Plus inquiétant, chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans, l'alcool est responsable de près de 20% des décès. Pour le tabac, fait intéressant, durant le semi-confinement, 17% des fumeurs en Suisse ont essayé d'arrêter, mais seuls 4,6% ont réussi, alors que 15% ont augmenté leur consommation. Dernier point, source d'espoir ici, si la crise va certainement révéler une augmentation de la consommation de nos écrans, elle contribuera peut-être à réduire le fossé numérique entre jeunes et moins jeunes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, reconnaît des erreurs dans sa stratégie contre la pandémie, sous le feu des critiques en raison des retards pris dans les campagnes de vaccination européenne contre le Covid. Elle s'explique ce matin devant le Parlement européen. Laurent Burkhalter. Un volume de livraison du vaccin d'AstraZeneca inférieur de 60% aux attentes, une campagne d'inoculation en retard et des mesures controversées.
Ursula von der Leyen reconnaît des erreurs. Nous avons approuvé les vaccins trop tard. Nous avons été trop optimistes quant à leur production et sans doute avons-nous été trop confiants à leur livraison effective. Ursula von der Leyen regrette la mise en œuvre chaotique du mécanisme de contrôle d'exportation qui a temporairement soulevé les protestations. Mais elle justifie le principe de ces contrôles par un besoin de transparence et défend la politique collective européenne de commande de ces vaccins. Des vaccins dont la production est le nerf de la guerre. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. Nous devrions en être fiers. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. La Commission annonce un nouveau réseau d'essais cliniques européens pour accélérer la validation des vaccins et un groupe de travail pour accroître leur production. 70% des adultes seront vaccinés d'ici la fin de l'été, promet toujours Ursula von der Leyen. Une urgence, alors que le nombre de morts dus au Covid à travers l'Union européenne dépasse le demi-million. Lilian Thuram est notre invité, footballeur, champion du monde 1998, à la tête de la Fondation Éducation contre le racisme. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le plus récent s'intitule La pensée blanche. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dans ce livre, vous partez d'une anecdote qui résume bien, je trouve, le début de votre démarche. Vous appelez un ami qui se trouve être blanc et vous lui dites « Si moi je suis noir, toi, tu es ?» Et alors là, il vous répond quoi? Effectivement, il me répond « Je suis normal ». Et donc, sa réponse est extrêmement intéressante parce que depuis des siècles, effectivement, on a construit que la normalité serait blanche, comme on a construit l'idée que le masculin serait la norme. Et donc, malheureusement, je pense que nous utilisons des identités liées à la couleur de peau, mais nous ne connaissons pas l'histoire de ces identités. Voilà. Vous-même, vous avez réalisé, alors que vous aviez 9 ans à l'école, que vous étiez noir. C'est une réalisation, ou en tout cas une prise de conscience, que les personnes blanches ont parfois jamais au cours de leur vie. Effectivement, c'est vrai que moi, je dis très souvent, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans dans cette classe de CM2 à Paris, lorsque des enfants m'avaient insulté de sale noir. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces enfants avaient intériorisé qu'ils étaient blancs. C'est-à-dire si ils pensent que je suis noir et inférieur, ça veut dire de façon inconsciente, sans le proclamer, ils avaient intégré être dans une catégorie qui serait la catégorie blanche. Et je pense que historiquement, on ne se rend pas compte que nous sommes enfermés dans des identités liées à la couleur de la peau. Et je pense que c'est intéressant de connaître ces histoires-là. Par exemple, jusqu'en 1950 en France, on apprenait aux écoliers qu'il y avait une race supérieure et c'était la race blanche. Et d'où aussi les cartes du monde centrées sur l'Europe, avec d'ailleurs une échelle pas tout à fait juste. En 4e de couverture de votre livre, on voit la carte qui aurait au centre l'Afrique. Votre livre provoque aussi des réactions ou des incompréhensions. On vous taxe parfois de racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Lilian Thuram? Écoutez, vous savez, tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas le livre et qui lisent très mal le titre du livre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que le titre, c'est la pensée des Blancs, alors que c'est la pensée blanche. Et dans le livre, je dis que peu importe votre couleur, en fait, vous êtes éduqué à travers cette pensée blanche. Par exemple, aux Antilles, il y a des personnes, pendant très longtemps, ils voulaient se marier avec des personnes qui auraient la couleur plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée. Et aux Antilles, quand on dit avoir la couleur chapée, c'est échapper du noir. Ça veut dire avoir la peau moins noire. Par exemple, un peu partout, que ce soit en Afrique, en Asie, il y a des personnes qui s'éclaircissent la peau parce qu'effectivement, ils ont intégré que la norme de beauté était être clair de peau. Et plus vous êtes clair, plus vous êtes valorisé dans certaines sociétés. Merci beaucoup, Lilian Thuram, d'avoir été avec nous. Et je rappelle la conclusion de votre livre. Si on enlève nos masques, qu'ils soient blancs, masculins, non blancs, on aura un accès plus rapide et plus efficace à notre humanité et donc à pouvoir construire ensemble. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Le livre s'appelle « La pensée blanche ». Il est signé Lilian Thuram. Et il y a aussi sur votre site plein de ressources pour réfléchir à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Dans la nuit, à Melbourne, Stan Wawrinka a quitté l'Open d'Australie dès le deuxième tour, battu par le Hongrois Marton Fucsovics, en 5 manches. La décision s'est faite au super tie-break après 3h59 de jeu. Élodie Croza. C'est déjà fini pour Stan Wawrinka à l'Open d'Australie. Le Vaudois s'est incliné au deuxième tour après un match épique contre le Hongrois Marton Fucsovics. Mené de 7-1, Wawrinka est d'abord revenu au score avant la manche décisive. Dans le 5e set, son adversaire faisait la course en tête quand le Vaudois a effacé un break de retard. Tout s'est joué dans le super tie-break. Vainqueur de l'édition 2014, le Suisse menait 6 jeux à 1. Mais tout a basculé en 4 petites minutes. À 9-6, Wawrinka a perdu 3 balles de match consécutives, dont 2 sur des fautes directes. Il est passé par tous les états d'âme pour finalement s'incliner 5-7, 1-6, 6-4, 6-2, 6-7 après 3h59 minutes. Un scénario fou et de quoi nourrir quelques regrets. Ouais, ça a été un match compliqué, de haut débat, pas mon meilleur niveau. J'ai beaucoup de mal à vraiment à me bouger, à me sortir comme je voulais jouer. Beaucoup d'hésitation. Je suis pas encore au niveau que j'aimerais l'être. Stan Wawrinka cherchera à rebondir très vite avec l'enchaînement de 3 tournois à Rotterdam, Doha et Dubaï. Quant à Fucsovics, il affrontera le Canadien Raonic au 3e tour. Et en hockey sur glace, fortune diverse pour les clubs romans engagés hier soir. Bienne a réussi un petit exploit en allant battre le leader Zug chez lui 5-4 après la séance de tir au but. Bienne qui remonte ainsi à la 7e place du championnat. Fribourg, sur sa patinoire, a facilement dominé Berne 4-1. Mauvaise opération en revanche pour Servette qui perd chez lui face à Davos 4-5. Les Genevois rétrogradent à la 8e place du championnat. Le blues des supporters du HC Ajoie avec 6 matchs en 10 jours. Les Ajoulots enchaînent les rencontres sur un rythme effréné, mais dans des patinoires vides, de quoi entamer le moral de l'équipe et de ses fans. Grégoire Perrault. C'était en février 2020. De la joie, des cris et du bonheur, des images qui semblent aujourd'hui venir d'un autre monde. On a l'impression que c'était il y a très longtemps, même que c'était une année en arrière. Parce que, comme j'ai dit, l'accumulation des matchs qui arrivent, là, puis jouer dans ces patinoires vides, honnêtement, c'est pas facile. Le huis clos, ce sport aseptisé qui, au fil des mois, est devenu presque normal. Je pense qu'on perd un petit peu cette notion de bruit et du 6e homme. On la perd parce qu'elle ne vient jamais pendant le match. Alors, c'est clair que c'est un feeling complètement différent. Et je trouve que c'est une ambiance très triste. Et les joueurs ont beaucoup de peine avec ça parce qu'on finit des matchs puis on n'est même pas, des fois on n'est même pas heureux, on n'est même pas content. Des joueurs en manque de supporters et des supporters en manque de sport et d'émotion. Les sièges de la nouvelle patinoire de Porrentruy attendent désespérément. Pour tenter de combler ce vide, le HC Ajoie retransmet ses matchs à domicile sur son site internet et offre un pass gratuit à tous ses abonnés. Regarder les matchs à la télé, c'est vraiment différent parce que j'ai l'impression d'être un peu déconnecté en fait, du match, alors que pour moi, le principal, c'est d'être dans les gradins et de pouvoir soutenir l'équipe, quoi. Pour moi, le public, c'est ce qui rend le sport si beau, puis c'est ce qui lui donne ses émotions. Le temps commence à devenir long pour les fans. La dernière fois qu'une patinoire était pleine, c'était il y a maintenant 1 année. J'ai vraiment trop hâte que nos supporters soient là, qu'ils reviennent au match. Et puis, ça va être un gros boom quand les gens pourront venir. Ils seront tellement contents. Puis nous aussi, j'espère qu'on sera à la hauteur de leurs attentes, quoi. Conserver le lien entre l'équipe et ses supporters, une mission toujours plus compliquée. Et nos 2 critiques séries du jour sont Stéphanie Reinhardt, bonjour. Bonjour. Et Laurent Flukiger, matin.ch, bonjour. Merci à tous les 2 d'être avec nous. Et on commence avec la série dont tout le monde parle et que tout le monde a à peu près vu. C'est la première du duo Toledano et Nakash, à qui on doit Intouchable. C'est une adaptation d'une série israélienne dont je ne sais pas le nom, qui s'est appelée In Therapy. Betty Pool. Betty Pool. Betty Pool, pardon. Betty Pool. Alors, donc, l'enjeu, c'est qu'on suit des séances de thérapie dans le cabinet du psychanalyste. Alors, et pour la France, on est juste après les attentats du Bataclan. Et qu'est-ce que ça amène, justement, cette transposition intelligente ?
Alors, c'est vrai qu'on se demandait quand la France allait faire son adaptation, parce qu'il ne faut pas oublier que la série israélienne a quand même été adaptée dans 15 pays déjà avant, dont les États-Unis, dont on parle effectivement beaucoup en comparaison. C'est dommage de comparer d'ailleurs, je trouve, toutes ces adaptations. Parce qu'il y a vraiment une particularité française avec cette série. Les attentats du Bataclan, ça apporte beaucoup pour surtout un ou deux personnages, un ou deux patients. Après, je trouve que ça fait un peu prétexte dans le reste de la série. Ça fait le lien entre tous, mais effectivement, pour certains, c'est plus important que d'autres, même si ça crée un traumatisme chez tout le monde. Là, ce qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on est un petit peu comme une mouche qui va dans un cabinet de psychanalyse, et du coup, on va découvrir qu'on ait déjà fait dans notre vie une psychanalyse ou non, comment c'est avec d'autres gens en tout cas. C'est la curiosité. Voilà. Mais effectivement, vous le disiez, l'autre enjeu, c'est aussi ce duo de cinéma qui fait les belles heures du cinéma français, qui passe à la série. Là, ça marche. Oui, alors bon, perso, je ne suis pas fan de ce duo-là, mais je trouve que ça marche dans le sens où ils ont apporté quelque chose de plus par rapport aux autres adaptations, c'est qu'il y a un réalisateur par patient. Donc c'est comme si chaque réalisateur suivait vraiment sa propre thérapie avec le patient. On est presque devant une performance théâtrale avec les acteurs qui jouent, puisqu'il y a très peu de comédiens qui jouent en même temps. Et il y a un réalisateur qui suit comme ça chaque comédien, et ça donne une force spéciale. Et comme dans leur film, je trouve qu'il y a un grand travail sur l'écriture et la direction d'acteurs. Oui. Et puis, on remarque quand même qu'on ait l'œil cinéma ou pas. Effectivement, il y a des angles et une lumière différente sur chaque patient, ce qui fait que je trouve que voilà, on s'ennuie jamais déjà à ce côté-là. C'est pas très long, c'est une vingtaine de minutes à chaque fois. Alors au contraire de leurs films, qu'on les trouve longs, non, mais en tout cas, ça s'avale très vite. 5 épisodes par semaine. Comme 5 jours de la semaine et 5 patients différents. Tout ça fait que les 35 épisodes, c'est avalé en, je pense, une semaine. Moi, j'ai adoré. En plus, avec le confinement, ça va encore plus vite. Oui, c'est ça d'ailleurs. Je pense que le succès de la série en ce moment fait que c'est parce qu'on est vraiment en confinement avec tous les traumas psychologiques que ça implique on a aujourd'hui. aussi tous besoin de voir comment on peut être résilient Tout à fait. ou pas. Deuxième série, deuxième adaptation, cette fois-ci donc En thérapie est à voir sur le site d'Arte. Cette fois-ci, on est dans l'univers TF1. C'est une adaptation de la série This Is Us qui raconte une famille avec 3 enfants. Donc, on va suivre les enfants adultes, puis avoir des flashbacks qui reviennent sur les parents. Elle s'appelle Je te promets. Et là, alors on est plutôt dans l'ère des années Mitterrand. Est-ce que c'est aussi une transposition intelligente ou réussie? Alors, pour moi, non. Alors, au début, quand j'ai entendu la nouvelle, il y a un remake, je me suis dit non, c'est ridicule. J'adore This Is Us, qui est une excellente série américaine. Et après, quand on nous a annoncé que c'était les années Mitterrand au départ, puis qu'il y avait tout le côté sociétal français, je me suis dit, ça va pourquoi pas être bien. Et en ayant vu les tout premiers épisodes là, on s'est très vite rendu compte que c'est une catastrophe. Non, ça ne tient pas les promesses. Catastrophe carrément? Pour moi, oui. Alors, c'est vraiment du copier-coller. On a vraiment, sans apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie de citer Camille Cotin qui disait dans un interview, mais à quoi servent les remakes maintenant qu'on a accès à tout? C'est-à-dire, si on veut voir This Is Us, on peut aller Elle le voir. est mal placée, elle qui a fait un remake de... C'est à cause de ça qu'elle le disait. Elle a fait, finalement, je crois qu'elle regrette d'avoir fait Mouche, l'adaptation de Fleabag, qui était complètement ratée aussi. C'est génial, par contre, Fleabag. Fleabag, très génial, mais Mouche, raté total. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Du copier-coller. On n'a qu'à mettre les sous-titres. Qu'est-ce qu'on a besoin de refaire toutes les séries? Ouais, exactement. Et puis il y a là, il y a vraiment, puis moi le summum, c'était dans le dernier épisode quand on a remplacé des finales du Super Bowl par des matchs PSG-OM. Là, je me suis dit, là, c'est le coup de grâce. Ça, c'était de trop. Okay. Oui, juste pour peut-être pour ajouter, c'est un peu comme voir Hélène et les garçons après avoir vu Friends. Ok, vous êtes dur. Oui. Bon, ok, alors enfin, sur Disney+, le premier, alors on pourrait dire que c'est un sitcom, vous allez nuancer, tiré de l'univers Marvel. C'est en tout cas une déclaration d'amour à l'âge d'or de la télévision américaine. Ça s'appelle WandaVision et c'est créé par Jack Sheffer, la réalisatrice. On commence par vous, ça marche? Oui, alors bon... Déjà, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça marche très bien. C'est très, très malin, en fait. Parce qu'ils ont enfin réussi à faire une vraie série télé. On est vraiment dans le format série télé pour après développer, on imagine, plein d'autres choses dans l'univers Marvel. Mais ça commence vraiment avec des hommages, plus que des parodies d'ailleurs, des hommages aux séries, aux sitcoms américaines. Et chaque épisode a une décennie particulière. Donc, on pense avec les années 50, 60, 70, 80. Enfin, on va voir où on va aller. Et puis, bien sûr, il va se mêler d'autres choses entre deux, mais c'est très, très intelligent. Donc, il faut s'accrocher. C'est vrai que le début est un peu aride. On se croirait dans un épisode nul de Ma sœur bien aimée.
Voilà, où il y a de l'humour, mais en fait qui est pas drôle. Puis on se dit, mais on va où? On comprend rien. Après quelques épisodes, on sait, on va pas spoiler, mais on comprend enfin pourquoi on est dans une sitcom. Et puis moi, qui adore les sitcoms américaines, je me suis amusé à repérer, le dernier épisode, c'était sur les années 80. Ah, ça me fait penser à La Fête à la maison. Ça me fait penser à Quoi de neuf, Docteur. Il y a tout ce jeu-là avec le téléspectateur. C'est une histoire de la télévision américaine, en fait. Ouais, exactement, sur les sitcoms. On verra, on va aller ce vendredi avec les années 90. Est-ce que, voilà, c'est une série réussie. Et surtout, ce qui est intéressant maintenant, avec The Mandalorian aussi, qui était sur Disney+, c'est un peu comme si Disney réussissait beaucoup mieux avec Marvel et Star Wars à la télévision qu'au cinéma. Pour moi, il y a plus de réussite à la télévision qu'au cinéma. Bonne nouvelle, au moins, parce que c'est vrai qu'on ramait. Et là, ils ouvrent vraiment tout leur univers. WandaVision va être la première partie du nouvel arc que Disney Marvel va lancer pour ses prochains longs métrages, tout ça, en mêlant. Alors là, on a vraiment envie de suivre, parce qu'on va retrouver, j'imagine, les X-Men, tout ça dans l'univers des Avengers. Et c'est sur Disney+. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler séries aujourd'hui. Stéphanie Reinhardt, vous dirigez la maison du dessin de presse, et Laurent Flutiger, à lire dans le matin.ch. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret. Ce soir, 19h, Couleur locale nous emmène dans les rues d'Evolène, dans le Val d'Airain. Et pour le 19h30, Philippe Revat. Très bel après-midi à vous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.